Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes à nouveau rejoints par Brian Berletic, ancien marine américain, analyste géopolitique et également animateur de The New Atlas, dont je mettrai le lien dans la description. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. J'aurais donc pu ajouter que vous résidez désormais en Thaïlande, ce qui s'inscrit parfaitement dans le sujet de notre conversation d'aujourd'hui, à savoir plus précisément le conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge, un conflit que beaucoup de gens, moi y compris, comprennent mal. J'espérais donc que vous pourriez nous éclairer à ce sujet, car il comporte de nombreuses facettes. Il y a ces tensions ou conflits bilatéraux, mais comme dans toutes les régions stratégiques, il y a toujours un certain intérêt des grandes puissances, qui utilisent souvent ces conflits locaux à leur avantage. Je me demandais si vous pouviez peut-être commencer par exposer les racines de ce conflit. On le présente souvent comme un conflit autour de temples. Comment l'expliqueriez-vous? C'est un différend frontalier. Il trouve ses racines dans le colonialisme français. Les Français, tout comme les Britanniques partout dans le monde, ont laissé ces bombes à retardement, traçant des cartes de manière négligente ou délibérée afin de garantir des divisions et des conflits futurs après leur départ de la région. Il existe des zones le long de la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge qui sont contestées. Il y a là-bas d'anciens temples qui font l'objet de litiges, et le territoire autour de ces temples est également contesté. Cela s'explique par le fait que la question a été portée au fil des années devant des institutions internationales, des institutions occidentales, se faisant passer pour des institutions internationales, et que leurs décisions ont été délibérément ambiguës afin de maintenir un différend frontalier non résolu, véritable bombe à retardement. Ainsi, les temples sont reconnus comme cambodgiens et le territoire entourant les temples est reconnu comme thaïlandais. Vous pouvez donc voir à quel point cela a été délibérément mis en place et laissé comme une bombe à retardement. Personne ne cherchant réellement à résoudre ce problème ne l'aurait laissé ainsi autrement. Cependant, ce n'est pas la raison pour laquelle il y a un conflit en ce moment. Il s'agit d'un problème frontalier depuis le début des années 1900, et pendant la grande majorité du temps, surtout si l'on se concentre sur le XXe siècle, cela n'a pas été un point de discorde. Il y a eu beaucoup plus de paix que de conflits dans cette région. Et cela ne s'enflamme qu'à des moments très précis. Cela ne semble s'enflammer qu'au moment où les États-Unis essayent d'installer un régime client au pouvoir ici en Thaïlande, ou lorsqu'un régime client soutenu par les États-Unis est en train d'être évincé du pouvoir ici. Ce problème frontalier, ainsi que la violence extrêmement brutale dans le sud profond de la Thaïlande, une violence séparatiste, ainsi que la pression interne exercée par la NED, les organisations financées par le National Endowment for Democracy des États-Unis créent toute une pression interne. Les États-Unis disposent donc d'un éventail de leviers de pression sur lesquels ils commencent à appuyer lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent avec la Thaïlande. Il faut que les gens comprennent cela. Il existe des nations que les États-Unis contrôlent entièrement, comme l'Ukraine, qui n'est qu'une extension de la puissance américaine. Il y a des nations sur lesquelles les États-Unis n'ont presque aucune influence, comme la Russie et la Chine. Mais entre les deux, il existe un spectre où se situent d'autres pays, où les États-Unis exercent une certaine influence, mais où des institutions, des partis politiques et des intérêts particuliers au sein du pays préservent leur souveraineté face à cette influence que les États-Unis tentent d'imposer à l'intérieur du pays. La Thaïlande fait partie de ces pays. Il y a donc l'armée, la monarchie et des entreprises aux intérêts particuliers
qui veulent préserver la Thaïlande et sa souveraineté. Et les États-Unis ont soutenu des groupes d'opposition politique et des partis politiques. Il y a deux grands partis politiques dirigés par deux milliardaires, Thaksin Shinawatra et Anutin Chanvirakul, ces deux milliardaires. Ils essaient de les amener au pouvoir, de consolider le contrôle sur la Thaïlande, puis de l'éloigner de la Chine, car le pays a développé une relation très étroite et croissante avec la Chine, et de transformer la Thaïlande en un bélier contre la Chine, comme ils l'ont fait avec les Philippines, ou comme ils l'ont fait avec l'Ukraine contre la Russie. Il est donc très important que les gens comprennent que ce n'est pas aussi simple que de dire « le Cambodge a des armes chinoises, ils sont soutenus par la Chine. La Thaïlande utilise des F-16 dans ce conflit, ces avions viennent des États-Unis, donc les États-Unis soutiennent la Thaïlande. » Ce n'est tout simplement pas vrai. À l'heure actuelle, les deux pays entretiennent une relation étroite avec la Chine. Et je suppose que nous abordons ici l'aspect géopolitique, la vision d'ensemble. Les deux nations ont acheté des armes à la Chine. Elles ont une relation étroite avec la Chine. Mais la relation de la Thaïlande avec la Chine est bien plus importante que sa relation avec les États-Unis et bien plus importante que celle du Cambodge avec la Chine. Alors, comment fonctionnent les rouages internes de la Thaïlande? Quelle est l'ampleur de l'influence américaine? Puisque vous avez mentionné qu'ils sont sur le spectre, est-ce principalement à travers ces ONG ou s'agit-il d'intérêts commerciaux directs ou du financement de certains dirigeants politiques? D'où vient cette influence? Oui, il s'agit du National Endowment for Democracy et de l'USAID, qui sont toujours actifs ici en Thaïlande, malgré l'idée reçue selon laquelle ils auraient été privés de financement et démantelés. Ils mettent en place un réseau de soutien politique pour les partis politiques, également soutenus par les États-Unis. Ainsi, les États-Unis, par l'intermédiaire du NED, ont créé des réseaux médiatiques. Ils ont infiltré le système éducatif grâce au financement du NED. Ils exercent donc une influence considérable sur les médias et l'éducation. Ils injectent également des millions de dollars dans ces groupes d'opposition politique. Thaksin Shinawatra, ce milliardaire qui est le leader de facto du parti actuellement au pouvoir dans le gouvernement de coalition en Thaïlande, ainsi que Thanathorn Juangroongruangkit, qui dirige un grand parti d'opposition au Parlement thaïlandais. Et je dis de facto parce que, encore une fois, l'armée thaïlandaise a tenté à plusieurs reprises ces dernières années d'évincer ses représentants américains. Il y a eu un coup d'État pour renverser Thaksin en 2006. Il y en a eu un autre en 2014 pour renverser sa sœur. Sa fille est maintenant première ministre, même s'il dirige tout ouvertement, illégalement, je précise, et les médias occidentaux en parlent, mais n'insistent pas vraiment sur ce point. Voilà donc comment ils procèdent. Ils agissent à travers l'espace informationnel et l'espace politique. L'armée thaïlandaise est une institution indépendante qui sert de contrepoids afin d'empêcher qu'un contrôle politique total ne soit exercé sur l'ensemble de la Thaïlande. Il y a donc certaines lignes rouges à ne pas franchir. Et c'est ainsi que la question actuelle de la frontière. Thaksin Shinawatra et sa fille faisaient des concessions au gouvernement cambodgien concernant ce territoire disputé, sans que le peuple thaïlandais n'ait jamais donné son accord ou même eu l'occasion d'en débattre. Il s'agissait de concessions territoriales que l'armée thaïlandaise n'était tout simplement pas prête à accepter. Ce qu'ils ont fait, c'est conspirer avec le Cambodge pour placer l'armée thaïlandaise dans une position où elle est désormais contrainte de mener ce conflit. C'est un conflit insensé qui n'a pas lieu d'être. Comme je l'ai dit, par le passé, en 2008, en 2011, il y a eu d'autres moments où ce que l'on pourrait appeler l'État profond thaïlandais tentait de renverser ce régime client soutenu par les États-Unis. Et soudainement, cette violence éclate.
Elle est coordonnée entre Thaksin Shinawatra et le gouvernement du Cambodge. Hun Sen est président du Sénat. Son fils est premier ministre du Cambodge. Et ils sont des amis proches, famille, amis et alliés politiques de Thaksin Shinawatra et de son organisation politique ici en Thaïlande. Certains affirment qu'il y aurait une sorte de rupture entre les deux. Mais encore une fois, en 2008 et en 2011, ils étaient très proches et cette violence a tout de même eu lieu. Donc le timing est très suspect. Et il semble que les États-Unis utilisent une stratégie très similaire en Thaïlande à celle qu'ils emploient dans d'autres pays, des stratégies que nous connaissons bien. J'ai parlé de la RAND Corporation et du rapport Extending Russia, où il présente toutes ces options pour faire pression sur la Russie partout à sa périphérie, géopolitiquement, économiquement, socialement et dans tous les domaines possibles. Ils font la même chose avec d'autres pays comme la Thaïlande. C'est simplement moins médiatisé que ce conflit entre les États-Unis et la Russie. Eh bien, étant donné que la principale rivalité géopolitique, voire géoéconomique, oppose les États-Unis et la Chine, quel est l'objectif principal ou de quoi l'Amérique a-t-elle besoin de la Thaïlande à cet égard? Ce n'est pas que les États-Unis aient spécifiquement besoin de la Thaïlande. Ils ont besoin de toute l'Asie du Sud-Est, de la même manière qu'ils ont besoin de l'Europe, pour les transformer en béliers à utiliser contre la Russie. Ils veulent faire la même chose ici, avec l'Asie du Sud-Est contre la Chine. Aux Philippines, ils ont déjà réussi. S'ils ne peuvent pas capturer politiquement une nation ciblée, comme le Myanmar, qui est le voisin occidental de la Thaïlande, s'ils ne peuvent pas la capturer politiquement, ils vont alors simplement créer un conflit violent qui engendre un quasi-État failli. Cela prive la Chine d'un partenaire constructif avec qui commercer, investir et développer son infrastructure de l'initiative La Ceinture et la Route. Et c'est donc la stratégie qu'ils utilisent dans toute l'Asie du Sud-Est, y compris ici, en Thaïlande. Que savons-nous, d'ailleurs, jusqu'à présent, sur l'ampleur des dégâts ou le nombre de victimes? Est-ce qu'un camp domine l'autre? Parce que la Thaïlande semble avoir une certaine supériorité militaire, du moins une armée plus forte et un meilleur équipement technique. Mais quelle est la situation sur place? Et dans quelle mesure est-il possible que cela dure encore longtemps? Historiquement, ces affrontements ne durent pas très longtemps, bien que celui-ci semble beaucoup plus grave et intense. La Thaïlande est un pays plus grand. Sa population est 4 fois supérieure à celle du Cambodge. Son armée est environ 3 fois plus grande, 3 à 5 fois plus puissante. Le PIB est 12 fois supérieur à celui du Cambodge. Il y a 70 millions d'habitants ici en Thaïlande et 17 millions au Cambodge, juste pour vous donner une idée. Et les forces militaires, si l'on compare sur le papier, sont nettement en faveur de la Thaïlande. Mais l'armée thaïlandaise ne veut pas que la situation dégénère. Elle a en quelque sorte été forcée d'entrer dans ce conflit au départ, et elle fait preuve de beaucoup de retenue dans sa réponse au Cambodge. Les pertes civiles, cependant, sont plus élevées du côté thaïlandais, car le Cambodge utilise des lance-roquettes multiples, les BM-21. Ce sont des roquettes Grad, des roquettes non guidées, qui provoquent des dégâts de zone. Elles sont tirées sur une zone générale, et tout ce qui se trouve dans cette zone est endommagé. Des personnes sont mutilées et tuées. Il est impossible de toucher une cible précise avec ces systèmes, et c'est principalement ce que le Cambodge utilise. La Thaïlande répond par des opérations de contre-batterie pour cibler ses lance-roquettes. Il y a des combats de position le long de la frontière, avec des troupes retranchées des deux côtés. Ainsi, la majorité des pertes thaïlandaises proviennent de ce type de combat, tandis que la majorité des pertes militaires cambodgiennes sont dues à l'utilisation par la Thaïlande de l'artillerie
et de frappes aériennes pour cibler ces lance-roquettes. Et puis, encore une fois, parce que la partie cambodgienne utilise des tirs de roquettes multiples de manière indiscriminée, cela touche les habitations des gens. Il existe des images d'un 7-Eleven, d'une station-service. 2 hôpitaux ont maintenant été gravement endommagés par ces tirs de roquettes. Plus de 100 000 personnes ont dû évacuer la zone vers des camps de réfugiés, en somme. En ce qui concerne les chiffres, la dernière fois que j'ai vérifié, il y avait 14 civils tués du côté thaïlandais. Le Cambodge ne communique pas sur ces pertes civiles, bien qu'il ait signalé des pertes militaires, dont un général tué au cours des derniers jours. Les pertes civiles semblent disproportionnées du côté thaïlandais à cause des tirs de roquettes indiscriminés. Les pertes militaires sont plus élevées du côté cambodgien. Les combats eux-mêmes, les gains territoriaux, semblent actuellement dans une impasse. Oui, donc eh bien, quelque chose que tu as publié, la BBC, qui rapporte des frappes aériennes au Cambodge, mais en utilisant des images d'attaques en Thaïlande. J'ai trouvé que c'était une façon intéressante de présenter les choses. Mais comment les pays occidentaux, à part les États-Unis, se positionnent-ils dans ce conflit? Ont-ils autant d'intérêt en jeu que les Américains? Il est difficile de se prononcer à ce stade précoce. Comme nous le savons, les médias occidentaux aiment jouer à des jeux. Par exemple, au début du printemps arabe, même si beaucoup de ces organisations médiatiques occidentales avaient, les années précédentes, collaboré avec le département d'État pour préparer les manifestations, lorsqu'elles ont commencé, elles ont fait semblant de ne rien comprendre à ce qui se passait. Il y a donc beaucoup de cela. Je remarque qu'un récit est en train de se former dans les médias occidentaux, qui essayent de faire croire que la Thaïlande est soutenue par les États-Unis et le Cambodge par la Chine. Dans certains cas, ils rapportent que le Cambodge a frappé le premier. Ce qu'ils essayent de faire, c'est d'impliquer la Chine dans cette agression contre la Thaïlande. Et encore une fois, il y a l'utilisation de tirs de roquettes indiscriminés sur des zones habitées thaïlandaises. Et donc, vous pouvez voir comment ils créent de la confusion. Ils ne clarifient pas la situation. Ils ne prennent pas de recul pour examiner l'ensemble du contexte. Ils ne parlent pas de la division ici en Thaïlande entre l'armée thaïlandaise et le gouvernement civil, ni du fait que les États-Unis soutiennent le gouvernement civil, ce milliardaire et ses différents partis politiques, depuis tout le XXe siècle. Il était déjà Premier ministre en 2001 et les États-Unis le soutenaient pleinement même à cette époque. C'est donc une situation embrouillée et il y a beaucoup d'éléments à démêler pour les gens. C'est pourquoi je publie toutes ces informations, même si elles sont nombreuses. Les gens ont besoin de comprendre le contexte. C'est un peu plus compliqué que, disons, le conflit en Ukraine, où il s'agit clairement d'une guerre par procuration des États-Unis avec une organisation soutenue par les États-Unis contre la Russie. C'est un peu plus complexe et l'objectif est un peu plus difficile à définir. Je dirais que les États-Unis cherchent simplement à créer des conflits. Cela fait reculer toute la région. C'est une période où toute l'Asie collabore et progresse ensemble avec la Chine. Nous avons d'innombrables documents de politique américaine sur le site du bureau de l'historien du département d'État américain où ils disent littéralement que leur objectif est de maintenir l'Asie dans la pauvreté. Eh bien, comment fait-on cela? On intervient à l'intérieur des pays et on les divise de l'intérieur, puis on les monte contre leurs voisins. Et c'est exactement ce dont il s'agit ici. C'est la stratégie qu'ils utilisent. Mais est-ce que cela fonctionne en Thaïlande? Comment perçoivent-ils cela? Encore une fois, je sais qu'il est difficile de parler au nom de tous, mais comment cela est-il présenté dans les médias? Est-ce qu'ils voient cela comme vous l'avez dit, ce que l'Amérique veut vendre,
c'est-à-dire une Cambodge soutenue par la Chine, ce qui alimente, je suppose, des sentiments négatifs envers la Chine. Ou considère-t-il l'Amérique comme un marionnettiste? Est-ce principalement perçu comme un conflit bilatéral entre les Cambodgiens et les Thaïlandais? Ou voit-il aussi des failles dans leur propre direction politique? Comment cela est-il reçu du côté thaïlandais? C'est une bonne question. Je dirais que c'est perçu comme un conflit bilatéral, et cela crée des divisions entre les Thaïlandais et les Cambodgiens. Cela se produit des deux côtés, car j'ai consulté les médias des deux pays, et il y a une tentative délibérée d'attiser l'animosité contre l'autre État. Pour la région dans son ensemble, pour la Chine, pour toute l'Asie, cela va freiner les choses, et c'est un objectif délibéré d'un conflit de ce type. Il y a un grand groupe de personnes en Thaïlande qui savent que le gouvernement actuel est soutenu par les États-Unis. Il y a d'ailleurs eu des manifestations il n'y a pas si longtemps contre ce gouvernement soutenu par les États-Unis. Beaucoup de gens ont vu les informations et ont vu les manifestants dans la rue et ils se demandaient, sont-ils soutenus par la NAD? Non, ce sont les manifestants qui sortent pour protester contre les partis politiques soutenus par la NAD qui sont installés au pouvoir. Et il y a eu ici des révolutions de couleurs soutenues par le NED. Et puis, il y a eu des contre-révolutions de couleurs soutenues par la Thaïlande. Il est donc très important de bien distinguer qui est qui et ce qui se passe lorsque vous voyez ces manifestations. Il y a donc une grande partie de la population qui sait qu'il y a un peu plus derrière tout cela. Ils savent que, bien sûr, le gouvernement cambodgien a joué un rôle dans le déclenchement de cette situation. Mais ils reconnaissent aussi que le gouvernement civil actuel y est également complice. Ils ne se rangent donc pas simplement derrière ce gouvernement actuel, même s'ils sont indignés lorsqu'ils voient des Thaïlandais brûlés vifs dans un 7-Eleven, de jeunes gens, employés, qui essayent simplement de commencer leur vie, à cause d'un conflit insensé qui aurait pu être évité dès le départ. Eh bien, il y a maintenant des pourparlers de cessez-le-feu en cours de médiation où ils se réunissent en Malaisie. Je suppose que c'est parce que la Malaisie préside l'ASEAN. Mais dans quelle mesure cela progresse-t-il? Il ne semble pas que l'une ou l'autre des parties ait grand-chose à gagner à faire durer cette guerre. Oui, eh bien, je pense que l'armée thaïlandaise a finalement une position officieuse. Elle a la possibilité d'agir. Donc si elle estime qu'il faut accomplir quelque chose sur le plan militaire, elle continuera. Et elle est en désaccord avec ce gouvernement civil. Le gouvernement civil n'a aucune légitimité, car il a été mis en place et installé au pouvoir par des intérêts étrangers. Ainsi, les représentants de ce gouvernement civil se trouvent en Malaisie. Vous avez raison, c'est parce que la Malaisie assure la présidence de l'ASEAN. Participent également à cette réunion des représentants de la Chine, mais aussi des États-Unis. Et il faut se demander pourquoi. La présence de la Chine est logique, car il s'agit de leur région. Pourquoi les États-Unis sont-ils là? Les gens doivent se demander pourquoi ils reçoivent une invitation et une place à ces discussions. C'est très suspect, très révélateur, je dirais. Je pense que, comme cela a été le cas par le passé, cela sera résolu de manière bilatérale. Mais tout dépend de l'objectif final qui a motivé cette provocation au départ. Si les États-Unis et le régime client qu'ils ont mis en place, ou quel que soit l'accord qu'ils ont conclu avec Hun Sen au Cambodge, quel que soit cet objectif, s'ils ne l'ont pas encore atteint, alors ils pourraient continuer, peu importe ce qui se passe lors de ces discussions en Malaisie. Donc il faut surveiller cela de très près. Je vois aussi que Trump s'est impliqué dans cette affaire en appelant les deux parties à accepter un cessez-le-feu. Bien sûr, il est toujours un peu difficile de savoir ce qui se passe réellement.
Il s'est également attribué le mérite d'avoir mis fin au conflit entre l'Inde et le Pakistan, alors que, d'après ce que j'entends des deux côtés, il n'y est pour rien. Donc, il faut sans doute tout prendre avec des pincettes. Mais quelle est la position des États-Unis maintenant? Cherche-t-il à apaiser la situation? Ou que fait concrètement les États-Unis pour mettre fin au conflit? Si vous regardez les partis politiques soutenus par les États-Unis, il y en a un qui est au pouvoir et un autre dans l'opposition, car ils les ont divisés et utilisent une stratégie du bon et du mauvais flic. Celui qui est actuellement au pouvoir semble plus modéré et conciliant avec les intérêts ici en Thaïlande, tandis que l'autre veut renverser l'armée et la monarchie. C'est ainsi qu'ils les ont divisés et essaient de faire avancer leur agenda. Si vous regardez le parti soutenu par les États-Unis dans l'opposition, il s'appelle le Parti du peuple. Dès que le président Trump a fait son annonce, ils l'ont immédiatement répété. Ils ont dit « Cela doit cesser. Nous devons protéger notre commerce avec les États-Unis. » Et ils veulent accélérer les négociations sur les tarifs douaniers. Comme nous le voyons avec d'autres pays, l'accord tarifaire que les États-Unis concluent relève en réalité de l'extorsion. C'est un accord déséquilibré. Les États-Unis en tirent tous les bénéfices et le pays partenaire n'en retire aucun. Ils subissent toujours des droits de douane. Ils doivent supprimer toutes les barrières commerciales pour les États-Unis et ils ne peuvent même pas appliquer leurs propres normes aux importations américaines. Voilà ce qu'on dit à la Thaïlande. Vous devez conclure cela pour pouvoir signer cet accord commercial. Que ce soit intentionnel ou non, cela sert de distraction. Il n'y a pas de véritable débat ni d'opportunité de protester contre cet accord tarifaire, puisqu'il est imposé en même temps que ce conflit a lieu. Et quel est le rôle de la Chine? Encore une fois, j'ai trouvé intéressant, d'après les photos des pourparlers de paix en Malaisie, de voir les États-Unis et la Chine assis à l'arrière. Mais quel est le rôle de la Chine dans tout cela? Parce qu'encore une fois, ils ne poursuivent aucune ambition de politique de bloc. Alors, quelle est leur contribution ici? C'est difficile à dire. La Chine, comme toujours, ne prend pas parti. Elle exhorte les deux camps à cesser les hostilités et à se réconcilier. Je pense que leur message a vraiment été de régler cela de manière bilatérale. Ils ne font pas appel aux organisations ou institutions internationales dominées par l'Occident concernant cette question. Si l'on voit la Chine participer à une discussion de ce type, cela a du sens car il s'agit d'un événement qui se déroule en Asie et ils sont la nation la plus grande et la plus puissante du continent. Cela les concerne car ils commercent avec ces deux pays. Ils construisent des infrastructures pour la nouvelle route de la soie en Thaïlande. Ils ont essayé de renforcer leurs liens avec le Cambodge ces dernières années. Et ce conflit nuit aux affaires. Donc, je pense que leur intérêt est de résoudre ce problème, de rétablir la paix et la stabilité afin que tout le monde puisse à nouveau poursuivre la prospérité collective. Mais qu'est-ce que la Chine a à risquer ou à perdre en Thaïlande? Parce qu'elle a l'initiative, la ceinture et la route. J'ai vraiment suivi ce qui se passait avec le canal, dont on a parlé à un moment donné. Mais à quel point la Thaïlande est-elle centrale dans tout ce projet de la ceinture et la route de la Chine en ce moment? Oui, je vais donc donner un aperçu de la relation de la Thaïlande avec la Chine, car beaucoup de gens ont des idées fausses à ce sujet. La Chine est le premier partenaire commercial de la Thaïlande, tant pour les exportations que pour les importations. Selon les années, elle est également le plus grand investisseur et la principale source de tourisme en Thaïlande. Plus de touristes viennent de Chine que de tous les pays occidentaux réunis, suivis ensuite par des touristes d'autres régions d'Asie. Ainsi, la Thaïlande et la Chine s'intéressent à leurs relations bilatérales
ainsi qu'à la stabilité régionale, car leurs économies en dépendent. Elles construisent également une ligne de train à grande vitesse, dont les travaux ont déjà commencé depuis plusieurs années. Une toute nouvelle gare centrale a déjà été construite à Bangkok, qui servira de terminus pour la première phase de ce projet. Elle sera reliée à une ligne de train à grande vitesse déjà en service au Laos, qui est le voisin du nord de la Thaïlande. Ainsi, Bangkok sera connecté au réseau ferroviaire à grande vitesse de la Chine via le Laos une fois que tout cela sera achevé. Les gens voient les F-16 et disent « Eh bien, ce sont des appareils fabriqués aux États-Unis ». Mais au cours des 10 dernières années, la Thaïlande a acheté bien plus de systèmes militaires, d'armes, de munitions chinois, et a également développé conjointement des systèmes d'armement avec la Chine, ce que les États-Unis ne font généralement pas avec d'autres pays. Ils ont remplacé leur ancien matériel américain par ce nouvel équipement chinois, y compris une flotte de chars de combat principaux, de véhicules de combat d'infanterie, de transport de troupes blindées, de systèmes de défense aérienne, voire de navires de guerre et la ligne de train à grande vitesse. Il y avait aussi un accord sur des sous-marins qui auraient été les premiers sous-marins diesel électriques modernes de la Thaïlande. Tout cela a été contesté par les partis politiques soutenus par les États-Unis, celui soutenu par Thaksin Shinawatra et aussi l'autre milliardaire, Thanathorn Juangroongruangkit. Et ce deuxième milliardaire, Thanathorn, s'oppose littéralement et ouvertement à la ligne de train à grande vitesse entre la Thaïlande et la Chine. Il a déclaré qu'elle devrait être annulée. Il a plaidé pour l'Hyperloop, qui n'existe même pas. Et il a ouvertement dit que la raison en était que, selon lui, les Thaïlandais se rapprochent trop de la Chine et qu'il faut rééquilibrer vers les États-Unis, l'Europe et le Japon, même si ces derniers n'ont rien à offrir qui soit même vaguement équivalent aux opportunités offertes par la Chine. C'est donc une relation immense et en pleine expansion. Elle est plus importante que celle que la Thaïlande entretient actuellement avec les États-Unis. Elle est également bien plus profonde et significative que toute relation que le Cambodge entretient avec la Chine, si l'on considère la taille de son PIB, sa population et la situation politique là-bas, où une seule famille dirige tout le pays. Il n'y a aucun contre-pouvoir. Et si vous allez au Cambodge, on voit vraiment les conséquences tragiques de cette situation. J'espère donc que cela donne aux gens une vision claire de ce qui se passe réellement aujourd'hui au XXIe siècle, par rapport à la perception des gens, qui repose principalement sur l'époque où la Thaïlande accueillait des troupes américaines pendant la guerre du Vietnam, il y a 50 ans. C'est notre dernière question. Où voyez-vous cela aller, compte tenu des acteurs impliqués et de la façon dont ça s'est déroulé par le passé? Pensez-vous que cela va se terminer assez rapidement? Ou bien pensez-vous que certains de ces objectifs, en termes de découplage de la Thaïlande de la Chine, seront atteints? Encore une fois, il est difficile de se prononcer car tout dépend de ce que cette partie de la stratégie américaine cherche à accomplir. En temps normal, la Thaïlande perçoit cela. Les États-Unis exercent manifestement une pression sur elle. L'armée devra faire une sorte de concession pour retrouver la paix, la stabilité et quelque chose qui s'approche du statu quo. Et je pense qu'ils essaieront de le faire en gardant à l'esprit que, sur le long terme, le temps joue en faveur de la Thaïlande, de l'Asie du Sud-Est, de toute l'Asie, y compris la Chine, et que les concessions à court terme faites aux États-Unis peuvent être annulées avec le temps si les choses continuent d'aller dans la direction générale actuelle. Et si ce conflit se poursuit, c'est parce que les États-Unis le souhaitent. Ils ont convaincu le Cambodge de le faire. Le Cambodge a passé des semaines à préparer cette opération avant de la lancer. Et encore une fois,
c'est bien plus sérieux cette fois-ci que par le passé. Il est difficile de dire jusqu'où ils iront avec cela. Et à bien des égards, cela rappelle fortement l'attaque de la Géorgie contre les forces de maintien de la paix russes en 2008, ainsi que la manière dont les États-Unis ont utilisé la Géorgie pour tenter de faire pression sur la Russie et de la déstabiliser. Donc je pense que c'est très similaire à cela. Espérons que cela se terminera bientôt, dans quelques jours, avec un peu de chance. Mais il faudra rester attentif, en raison du caractère sans précédent de la géopolitique actuelle et de la façon dont le monde s'éloigne de la domination américaine. Eh bien, Brian, merci beaucoup pour votre contribution. Je pense effectivement que c'est une région dont l'importance ne cesse de croître dans le monde et qu'un événement de ce genre pourrait avoir de réelles répercussions, notamment au-delà de ces deux pays. Merci encore d'avoir apporté un éclairage sur ce sujet. Merci.